Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Wunderland de Pauline Clavière chez Albert Michel, qui avait déjà écrit deux romans, Laissez-nous la nuit et Les Paradis gagnés, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs je vous avais parlé des Paradis gagnés dans une de mes précédentes vidéos, dans un de mes bilans lecture il y a 2 ans, me semble-t-il. Et là donc on est avec son tout nouveau roman, je l'ai dit, édité chez Albert Michel pour cette rentrée littéraire 2024. Et vous savez, je fais une vidéo par roman que je lis dans cette rentrée littéraire, que je pioche un peu par hasard, et ça tombe bien parce que le hasard, c'est la thématique de ce livre. L'histoire, c'est qu'on est le 14 juillet 1977, il y a deux Allemandes, Mariella et Brunhilde, j'espère que je le prononce bien, qui débarquent dans un petit village du Cantal, en pleine fête nationale, 14 juillet, un peu plus de 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et forcément, leur accueil, il est mystérieux. Leur accueil, il n'est pas fait de la meilleure des manières, parce que les gens se disent dans ce village, que viennent-elles donc faire ici? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont à faire ici? Donc forcément, ça a un côté étrange, surprenant pour eux. Et on peut le comprendre. Et donc, on va suivre, en fait, l'histoire de l'installation progressive de ces deux jeunes Allemandes. Elles viennent avec un ami qu'elles ont rencontré sur la route, mais ces deux jeunes Allemandes qui viennent s'installer dans ce tout petit village. Vous savez, cette fameuse diagonale du vide dont on parle souvent, et le Cantal, il est en plein milieu de cette diagonale du vide. Et forcément, il va y avoir des fantasmes autour de ces deux Allemandes. Est-ce qu'elles ne viennent pas suite à l'arrestation et au suicide de la fin de la bande à Bader en Allemagne? Est-ce que ce ne sont pas des espionnes allemandes? Il y a forcément quelque chose d'étonnant. Elles vont être traitées de sorcières. Elles vont être traitées de sorcières, elles vont être traitées de tous les noms. Et par d'autres, au contraire, elles vont être aidées, bien accueillies. Il va y avoir vraiment les deux types de réactions à leur accueil. Et ce qui est extraordinaire dans ce roman, c'est que, évidemment, c'est une enquête. C'est une enquête parce que plus le roman avance et plus on va essayer de comprendre mais pourquoi elles sont ici. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est lié à la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est lié à quelque chose d'une histoire familiale? Voilà, donc c'est une enquête de Pauline Clavière elle-même, parce que ce qu'elle nous dit, et on le comprend, parce que c'est elle-même la narratrice, avec sa mère. Sa mère est issue de ce village, son grand-père également y a vécu, et c'est un jour où, complètement par hasard, elle le raconte dans la conférence de presse de la rentrée littéraire chez Albert Michel, un jour, complètement par hasard, elle tombe sur un cahier de doléances à l'église en voyant écrit Wunderland par l'une de ces deux Allemandes en allemand. Wunderland, la terre, le pays des merveilles. Et en plus, elle passait devant cette maison de cette fameuse sorcière, de cette fameuse Brunhilde, sans jamais lui avoir parlé, sans jamais savoir trop c'était qui, etc. Et donc elle va se demander, elle va se dire, moi je vais partir à la recherche de pourquoi elles sont arrivées là. Et c'est l'histoire de ce roman, c'est-à-dire que le roman se passe à 3 époques différentes. On a d'abord 2022, l'enquête elle-même de Pauline Clavière et de sa mère qui sont racontées, avec ce ton un peu léger, avec cette complicité qu'elle a avec sa mère, son fils également qui est là. C'est assez touchant d'ailleurs, sa complicité avec sa mère, mais j'y reviendrai. Et on a également forcément ce qui se passe en 1977, l'arrivée des Allemandes, l'accueil, leur vie ensuite sur place, et également, et on le découvre assez rapidement dans le roman, et on se doute de toute façon, un lien avec la Seconde Guerre mondiale, et un lien avec ce qu'on appelait le service de travail obligatoire. Et c'est là que ça devient forcément très intéressant et passionnant comme roman, parce que vous savez, le service de travail obligatoire, c'était ces jeunes, ou pas forcément jeunes, qui étaient envoyés pour travailler en Allemagne, donc c'était ni résistants, c'était des gens qui ensuite, à leur retour, elle le dit, son grand-père disait, moi j'ai raté ma guerre, j'ai raté ma résistance, ni résistant, ni collabo évidemment, ni prisonnier parce que résistant, ou prisonnier parce que appartenant à une nature particulière, non, ils allaient travailler pour des Allemands en Allemagne, et leur retour était assez mal vu, mal perçu, suspect. C'est vraiment très touchant. Et on a donc du coup ce parallèle entre les trois époques. Je suis un peu désordonné dans ma critique, mais je vais comme ça vous donner plein de pistes et plein d'éléments qui ont fait que moi j'ai adoré ce roman. Et je le dis, je le redis, pour l'instant c'est le roman qui m'a le plus bouleversé. Non seulement parce qu'elle écrit merveilleusement bien, je vais vous donner quelques exemples, parce que parfois je dis le style est beau, mais j'ai envie quand même de vous donner quelques exemples. Celui-ci par exemple. L'arrivée de deux étrangères au hameau a changé jusqu'à la consistance de l'air. Outre le rythme et la musicalité de cette phrase jusqu'à la consistance de l'air, on a beaucoup de choses qui nous disent de ce roman dans cette phrase. D'abord, un élément de la nature. La nature est quelque chose de très important dans ce roman. La terre, l'attachement à la terre. Brunhilde, d'ailleurs, ça a un lien avec la terre, le prénom même de l'allemande. La terre des merveilles, Wunderland. Et puis également l'attachement des villageois à leur terre, mais également un attachement un peu repoussoir, parce que certains le quittent,
malgré qu'ils sont toujours attachés à cet endroit. Et Pauline Clavière, il y a des moments merveilleux où elle décrit parfaitement bien la nature. Il y a beaucoup de passages descriptifs. Contrairement à parfois la littérature contemporaine qui, hélas, je trouve, et à regret, fait beaucoup trop l'économie de passages, de descriptions, parce que peut-être qu'ils ont été eux-mêmes traumatisés lorsqu'ils étaient au collège, au lycée, par les récits de Balzac, de Hugo, ou qui sais-je encore, ou de, je ne sais, de Théophile Gautier, ou de Georges Sand, avec la nature. Là, Pauline Clavière, elle revient à quelque chose de classique, à des longues descriptions de la nature. On voit qu'elle est très attachée à ces terres, et c'est très émouvant, et c'est très sensible. Et pour moi, qui, vous le savez, vient du Pays Basque, et lorsque je repars au Pays Basque, c'est quelque chose à chaque fois assez incroyable pour moi, et j'ai cet attachement à la terre, à la mer, à la montagne, de chez moi, et on retrouve tout ça dans ce roman. Et c'est très beau, et c'est très bien écrit. Là, je vous en ai partagé un, mais je pouvais également vous partager d'autres. Elle parle au monde des yeux de l'Allemande. Et sans vous révéler le début de la phrase, parce que sinon ça vous dévoilerait quelque chose, mais la fin de la phrase, comme dans ceux de Brunhilde II, 30 ans plus tard, se disputent dans les yeux la fureur et l'effondrement. Là, par exemple, sur sa mère. Une élue des forces méconnues de ce monde, je le sais aujourd'hui, elle est du cénacle de celles qui passent, coûte que coûte. Je me souviens des fois où j'ai eu peur d'elle moi aussi, les mêmes où j'ai eu peur pour elle. C'est très beau, et justement, celle qui passe, on a cette différence dans ce roman entre ceux qui sont attachés à leur terre et qui vont y rester toute leur vie, et qui parfois se sentent même condamnés à y rester. Et à force d'y être condamnés, ils finissent par plus y être attachés et peut-être ne plus l'aimer autant. Et je le vois, moi, lorsque je rentre au Pays Basque, lorsque parfois je m'émerveille des paysages de chez moi, pourtant que j'ai connus pendant 26 ans avant de quitter le Pays Basque. Parfois, j'ai des cousins, des oncles qui me disent ouais, c'est notre montagne, quoi. Et ils ont moins cet émerveillement, peut-être. Et tout est résumé là, en fait, dans cette différence d'émerveillement face à la nature et d'attachement à leur terre d'origine. Les villageois, eux, ils se rendent plus compte qu'ils vivent dans un endroit merveilleux et beau parce que eux, ils y sont condamnés. Ils sont pas malheureux, hein, mais c'est juste que eux, ils y restent. Il y en a qui sont condamnés à rester et d'autres qui passent. Et elle le dit très bien. Elle est du cénacle de celles qui passent. Mais cette phrase est absolument géniale. Et j'en ai sélectionné pas mal. Et on a ça, en fait. Ceux qui passent, ceux qui partent, ceux qui restent. Et c'est d'autant plus pour ça que l'arrivée de ces Allemandes dans ce village, eux, ils ne peuvent pas en partir. Ils n'en sont pas partis, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce qu'ils n'imaginent même pas l'idée de partir. Et ils voient arriver des gens qui souhaitent s'installer ici. Ils se disent, mais quelle en est donc la raison? Et j'ai trouvé ça très beau, et c'est universel comme thème. Là, ça se passe dans le Cantal, ça se passe avec des Allemandes, ça se passe avec des Françaises, mais ce qui est beau dans ce roman, et j'y reviendrai dans un autre roman que je suis en train de lire justement, et qui est un peu moi le bémol de roman que je suis en train de lire, mais c'est que là, ça ne peut pas se passer ailleurs que là. Ça ne peut pas se passer ailleurs que dans le Cantal. Ça ne peut pas se passer avec d'autres personnes que ces Allemandes et que ces villageois. Évidemment, ça parle à beaucoup de gens. Vous voyez, moi, ça me touche personnellement. Puis en plus, le travail obligatoire, le grand-père, c'est quelque chose qui me parle. Ce sont des thématiques qui peuvent rejoindre l'universel, qui peuvent toucher l'universel, mais qui sont dans le particulier. Un classique, un chef-d'œuvre, un essentiel de la littérature, c'est lorsqu'il touche à la fois au particulier et à l'universel. Et là, on y est, parce que ça ne peut pas se passer ailleurs que dans le Cantal. Ça ne peut pas se passer ailleurs que ce Wunderland. D'ailleurs, la couverture est très belle. Je ne sais plus exactement qui c'est qui l'a faite. Je crois que j'avais pu voir couverture. Philippe Narcisse. Voilà. Donc, vous avez la réponse en direct. Philippe Narcisse qui a fait cette couverture. Ça ne peut pas se passer ailleurs que dans cette terre. Et pourtant, ça touche également aux autres. C'est ça que j'aime beaucoup. Et donc, on a ces Allemandes qui arrivent ici, et les gens se disent, mais c'est pas normal. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici alors que nous, on n'en part pas? Et ça, j'ai trouvé ça très puissant. Donc on a à la fois le fait que ce soit des Allemandes qui arrivent, et elles sont encore mal perçues, 30 ans après. On a le fait que eux, ils se sentent un peu bloqués dans ce village. Ils se disent, mais c'est un village dont il ne devrait y avoir ni départ ni arrivée, dont la population ne devrait pas changer. Et on voit arriver des Allemands 30 ans après la guerre, et puis en plus avec ces non-dits qui sont encore présents dans le livre, notamment le non-dit donc du travail obligatoire, du service du travail obligatoire, avec des membres du village qui y étaient, et quand ils sont revenus, ils étaient mal vus, mal perçus, et ça va avoir un lien avec ces Allemandes qui arrivent. Et c'est eux d'ailleurs qui vont aller à l'aide de ces Allemandes. C'est vraiment extraordinaire et très beau la façon dont elle réalise cette enquête. Et pourquoi c'est un grand roman aussi? Pour moi, un grand roman, c'est un, des personnages attachants. Là, on les a. Deux,
Comme je vous le disais, la rencontre du particulier et de l'universel. Là, on l'a. 3, un scénario, en tout cas une histoire, un récit qui nous accroche du début à la fin. On l'a clairement. Il y a des révélations de plus en plus. C'est super bien. Il se passe pas, et c'est ça qui est génial aussi avec ce roman, c'est qu'il n'y a pas plein d'événements, plein de renversements, etc. Il y a quelques révélations, mais je trouve que le gros de ce récit, et c'est là que je voulais également arrêter quelques instants, le gros de ce récit, c'est sur la vie du village. En fait, certains pourraient dire que ce sont des tranches de vie. On vit dans ce village dans les années 70, on y est transporté, et elle a fait, je pense, un travail d'enquête. Et c'est marrant la sonorité d'enquête. Hein. C'est à la fois une enquête, mais à chaque fois, elle est plus loin, en quête de quelque chose. De quelqu'un, mais de quelque chose aussi. J'y reviendrai à la fin avec cette histoire de voyage, de destination, de gare. Mais j'y reviendrai. C'est très désordonné, encore une fois, comme vidéo. Mais moi, je fais ça à chaud. Je l'ai fini cette nuit, ce roman. Et donc là, ce matin, je vous fais cette vidéo dans laquelle ma sensibilité, ma passion pour la littérature parle. Donc j'ai pas pris de notes, j'ai pas ordonné par plan, j'ai pas fait un plan. Mais voilà, je vais essayer de vous donner plusieurs clés qui ont fait que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et donc je disais, on est dans une tranche de vie, on est dans une vie de village. Évidemment, il se passe des choses bouleversantes, des choses terribles, etc. Mais l'enquête, elle n'avance pas. On sent pas que... Et c'est ça qui est vraiment beau. Hein. Et il y a des romans dans lesquels on sent que l'enquête a trop pris le dessus et que tout est dirigé vers, alors pourquoi elles sont là? Et ça, c'est ce que j'aurais appelé un roman moyen ou un mauvais roman. C'est-à-dire que l'enquête est présente à chaque chapitre, etc. Non, là, en fait, l'enquête, elle glisse d'elle-même et on a cette recherche qui... Certes, il y a les chapitres où on est en 2022 où elle essaye de parler aux gens, mais elle essaye presque d'aller au témoignage. En fait, on est en train d'assister à la fois à la construction du roman et au roman en lui-même, une sorte de mise en abîme avec presque le journal d'écriture du roman qui est là. La genèse, en tout cas, de l'écriture de roman. Ça, c'est fort. Et donc, quand on est dans les années 70, on n'est pas forcément dans « mais pourquoi elles sont là ?» On est dans une vie de ce village. Ça m'a fait penser à deux choses. Un, Journal d'un curé de campagne, de Georges Bernanos, qui est l'un de mes romans préférés. Et on a cette vie de village. Et deux, une de mes bandes dessinées préférées de tous les temps, qui s'appelle Magasin Général par Loisel et Tripp. Allez la lire si vous n'avez pas lu cette bande dessinée. Ça se passe après la Première Guerre mondiale, dans un tout petit village de campagne du Québec, très éloigné. Et on a une vie de village avec justement un homme qui arrive de la ville et ils savent pas trop qu'est-ce qu'il vient faire là, pourquoi ici. Et on va suivre une femme veuve qui tenait du coup le magasin général avec son mari mais qui n'est plus. Donc il va y avoir forcément des bruits qui vont courir. Une vie de village avec tous les personnages de ce village très attachants. Allez lire cette bande dessinée si vous l'avez pas lu. Et ça m'a fait penser à ça, en fait, ce roman. J'ai autant aimé pour ça également. Parce qu'on a l'impression qu'on y est dans les années 70. Et certains vont être nostalgiques, mélancoliques de ces années-là, 60, 70, sans forcément les connaître. Lisez Wunderland. Certes, ça se passe dans un village du Cantal, et vous allez me dire, moi je suis du Pas-de-Calais, ou moi je suis des Côtes d'Armor. Ça va quand même vous parler. Vous allez voir, ça va vous parler, et finalement, on se sent imprégné complètement dans les années 70, et c'est fort, hein, parce que c'est quelqu'un qui, de fait, les a pas connus, les années 70. Donc, elle a réussi à faire un travail d'enquête, de recherche, elle a parlé avec les gens de l'époque. Forcément, c'est sa subjectivité. C'est pas un documentaire sur les années 70, mais ça reste quand même quelque chose où on a l'impression d'y être. Et donc, c'est une vie de village dans les années 70, avec ses Allemandes, mais également, à un moment donné, on est à la messe. La scène de l'église, elle est très, très importante. Elle est bouleversante, cette scène de l'église. Parce qu'elle est abordée de manière, je trouve, assez précurseuse sur aujourd'hui l'état peut-être de la situation de fréquentation des églises aujourd'hui en France. Et on a une scène dans une église très bien sur ça. Et c'est pour ça aussi que ça m'avait fait penser au journal d'un curé de campagne. Voilà, on est dans des bars, dans la brasserie, près de l'école. On a tous les éléments d'une vie de village dans le Cantal en 1977. Et c'est très bien. Et c'est au fil comme ça de ce roman, au fil des péripéties qui se passent, que petit à petit, on a quelques indices qui arrivent, des éléments qui arrivent, on se dit, ah tiens, peut-être qu'elle est là pour ça. Puis parfois on est trompé, on a des faux indices, qu'on appelle le fameux fusil de Tchekhov. Fusil de Tchekhov, c'est en gros, Tchekhov disait, le dramaturge russe, si vous placez un fusil à un moment donné contre un mur, forcément il faut qu'il ait un intérêt à un moment donné du récit. Tout doit avoir un intérêt. Et là, parfois, elle nous donne des faux fusils de Tchekhov, c'est-à-dire que on a un détail, on a quelque chose, on se dit ah ça peut être un indice, et puis en fait ça revient pas du tout dans le cours du roman. Plusieurs scènes comme ça m'ont bouleversé. La rencontre avec un chien. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez lorsque vous le lirez. Lisez-le, et j'aimerais bien qu'on en reparle de cette rencontre avec un chien. Moi j'ai trouvé que c'était presque
l'apogée du récit est quelque chose de fondamental pour un personnage. Vraiment. Et il y a une phrase très belle sur ça, mais je ne vais pas vous la lire parce que ça va vous révéler quelque chose du récit, mais il y a une phrase qui est très belle sur ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur ce roman et vous dire pourquoi je l'ai autant apprécié? L'enquête. Je disais l'enquête générale sur pourquoi ils sont là, mais également la quête de quelque chose. Et ça, c'est très important dans ce roman. Et d'ailleurs, plusieurs choses. Elle parle de la gare. Que chaque personne, chaque individu a une gare. Un endroit d'où partir, un endroit où arriver. Pour moi, c'est pas rien. C'est toujours cette idée de l'ancrage, vous savez, ce rapport à la terre tout à l'heure qu'on avait. Et la gare, c'est un ancrage. C'est une destination, mais c'est aussi un départ. Savoir d'où on part et savoir où on va. Et ne pas être tout le temps dans une sorte de voyage de nulle part. Les gens, ces personnages à elle, mais également elle-même, je pense, elle part de quelque part. Wonderland part de là. Elle arrive quelque part également, parce que la gare, c'est le lieu du départ, mais c'est le lieu d'arrivée. Et c'est très important dans ce roman, et on le trouve souvent, ce mot, et pour moi, c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a l'ancrage. Il y a ce sentir d'un endroit, ce sentir appartenir, attaché à une terre. Encore une fois, j'insiste, mais le concept de la terre, en termes matériels, mais immatériels aussi, est fondamental dans ce livre, et c'est quelque chose, moi, qui me touche, encore une fois, énormément. Mon lieu de départ, qui est le Pays Basque, mon lieu d'arrivée, comme je le dis souvent, c'est la Bretagne, ce sont mes deux lieux aujourd'hui d'ancrage qui me font, et on le sent également chez elle. Et il y a quelque chose de très important. Je ne sais pas si elle l'a fait volontairement, mais au regard quand même de l'importance qu'elle accorde au style, je pense que oui. Elle le dit dans ses remerciements, elle remercie ses lecteurs, donc moi, vous, lui, elle, tous ceux qui l'ont lu, et à la fin elle dit « Enfin, merci à vous, vous êtes la destination ». Et je pense que c'est pas anodin. Vous êtes la destination. Wonderland, c'est le départ. Le livre, le lectorat, c'est la destination. Et c'est très bien dit. Et ça dit beaucoup de ce qu'elle veut accorder comme importance aux lieux, aux endroits. Et vous voyez, là, vous êtes la destination, le lectorat, c'est immatériel, mais ça reste quelque chose pour elle de l'ancrage. Donc le livre, ce livre-là, c'est un ancrage pour elle. Et pour ses personnages, d'ailleurs, qu'on voit. Et c'est quelque chose qui, du coup, les relie tous à cette terre, ce livre. Et je pense que c'est important j'espère que dans son village du Cantal, les gens l'ont lu, en tout cas il faut qu'ils le lisent, mais même tous ceux qui parfois ne se sentent pas forcément ou doutent de ce rapport qu'ils peuvent avoir à leur terre d'origine, ou parfois on va le rejeter, et je connais beaucoup de gens qui sont partis de chez eux, qui ensuite sont tout le temps en train de critiquer leur terre d'origine. C'est une erreur et c'est regrettable, et je pense que ces gens-là sont malheureux, et on le voit dans ce roman. Autre élément important, autre thématique, le hasard. Quelle est la place du hasard dans la vie ? Dans les rencontres, dans la vie professionnelle. C'est le hasard finalement qui l'a amené à écrire ce livre. Mais est-ce que c'est vraiment le hasard ? Et il y a plusieurs fois comme ça la question du hasard qui est essentielle dans ce roman et qu'on voit souvent apparaître. Elle est à la fois dans l'idée que le hasard peut amener des belles choses, mais elle le dit, l'idée même du hasard est insupportable. Et là on est au cœur du récit en fait. La présence de ces deux Allemandes dans ce village, elle ne peut pas être due au hasard. C'est ça que se disent les villageois. C'est ça que se dit aussi Pauline Clavière, la narratrice, qui va aller jusqu'aux sources même de l'arrivée de ces villageoises en se disant « mais c'est pas possible, ça ne peut pas être du hasard. Elles ne peuvent pas être là juste comme ça, par hasard, vu ce qu'on apprend dans le roman. » Et en fait, on se pose tous cette question. Est-ce qu'il y a des choses qui sont là par hasard ? Et c'est même quelque chose qu'on voit dans les débats de tous les jours, au quotidien, dans l'actualité. On dit parfois, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens ne veulent pas croire au hasard. Cette expression d'ailleurs est assez regrettable parfois. Mais les gens ne veulent pas croire au hasard. Alors que parfois, le hasard existe. Le hasard existe. Il n'y a pas que des coïncidences dans la vie. Et donc, c'est pas moi qui vais résoudre aujourd'hui l'énigme de la place du hasard dans la vie, parce que j'en serais bien incapable. Et honnêtement, il me faudrait plus que là, on est à 23 minutes d'enregistrement, il m'en faudrait bien plus pour évoquer cette thématique. Mais c'est très important et je trouve que ça vous fait vous réfléchir à pas mal de choses. Autre chose, voilà, vous voyez, mais parce qu'en fait, il y en a plein. Et les grands livres comme ça, il y a tellement de choses à dire. Je pourrais rester pendant 1 heure parler de ce roman parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont marqué. Les sorcières. Elles sont vues comme des sorcières. Et c'est assez intéressant sur, finalement, la place qu'on assigne aux femmes dans la société. Pour comment on perçoit les femmes. Juste parce qu'il faut qu'elles aient un mari, des enfants, il faut qu'elles soient finalement
l'instrument de quelque chose, l'instrument de quelqu'un. C'est ce qu'essaye déjà de démontrer Balzac dans sa Comédie humaine, que les femmes existent en tant que telles, en tant qu'individus. En les traitant de sorcières, finalement, on leur dit, c'est pas normal que vous soyez déjà seuls, célibataires, juste les deux, pas d'homme avec vous, pas d'enfants. Pourquoi? Et donc on les traite de sorcières. Voilà. C'est la méthode pratique, confortable, de traiter les femmes de sorcières dès lors qu'elles sont un peu libres, indépendantes. Il y avait beaucoup de sorcières, entre guillemets, au Pays Basque, d'où je viens. Je m'étais beaucoup intéressé à cette question. Michelet en parle dans un livre passionnant. Et il y a eu beaucoup d'inquisitions vis-à-vis des sorcières basques. Mais en fait, parce qu'au Pays Basque, il y avait beaucoup de pêcheurs. C'est vrai qu'on était un grand peuple de pêcheurs. On a été jusqu'aux États-Unis avant Christophe Colomb, pêcher la baleine. L'Islande, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais en 2012, je crois, l'Islande a aboli une loi qui existait depuis des siècles qui disait que si vous tuez un Basque, vous n'êtes pas condamné. L'Islande. Mais c'est parce qu'on avait leur pêché la baleine jusqu'à chez eux. Bref, c'est un grand peuple de pêcheurs, et forcément, qui dit pêcheur, dit beaucoup de morts en mer, et beaucoup de veuves jeunes. Et ces veuves-là ne se remariaient pas, et vivaient ensuite de manière libre, indépendante, elles s'amusaient, elles avaient des loisirs, elles avaient une profession, elles travaillaient, et donc on les traitait de sorcières. C'était confortable. C'est un peu ça qu'on a également dans ce roman. C'est un roman sur la place de la femme, et les femmes ont un rôle très important tout au long du livre. Certaines respectent le rôle finalement qu'on leur assigne, mais d'autres pas du tout. Et sa mère notamment, pas du tout. Et ce que j'aime, je vais vous lire un extrait d'ailleurs sur ça qui m'a beaucoup marqué. Là, on est allé là. L'expérience du féminin est une chose unique qu'il n'est pas toujours aisé de préserver et qui exige tant de luttes, tant de larmes et de sacrifices que quelquefois cela donne le vertige. Et le vertige, c'est exactement ce que l'on a en lisant ce livre. La place de la femme, elle, c'est une femme, c'est elle qui réalise l'enquête. Les deux Allemandes sont des femmes. Elles sont aidées, mais elles sont également confrontées à des femmes qui ne leur veulent pas de bien dans ce livre. Et c'est également, donc, du coup, en les traitant de sorcières d'un côté, et avec cette expérience du féminin, quelque chose d'essentiel. Et puis, il y a ce rapport, je vous disais, avec sa mère, que je trouve très touchant. Elle l'appelle par son prénom. Elles ont une sorte de complicité que j'ai trouvé assez légère au milieu de passages bouleversants et dramatiques. Et donc ces dialogues avec sa mère, ou ces moments où il y a sa mère qui, elle aussi, est en train quand même de revenir aux sources. Il y a beaucoup de nostalgie parce qu'elle est en train de retrouver son village, de retrouver des lieux, des endroits, des gens. Et pourtant, il y a des passages presque légers, drôles, où elle dialogue avec sa mère et elles font cette enquête finalement ensemble. Et sa mère, elle est dans une double enquête, ce que je disais tout à l'heure, l'enquête de... elle aussi, elle a envie de savoir pourquoi finalement elles sont là, même si elle les a connues. Mais deuxièmement, sa propre enquête, la quête finalement de revenir dans sa destination qui était également son lieu de départ. Plein de choses encore que je pourrais dire sur ce grand roman pour moi de la rentrée littéraire de Pauline Clavière chez Albert Michel, Wunderland. Je vous encourage vraiment, voilà, là c'est le premier roman de toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'alors où je vous donne un conseil sans aucune réserve, allez le lire. Je ne vous ai rien révélé, je vous ai dit pas mal de choses, mais je ne vous ai rien révélé qui puisse vous gâcher la lecture pour moi de ce grand roman. Laissez-nous la nuit était déjà fascinant sur le milieu carcéral. Les Paradis gagnés étaient absolument génial sur la vie parisienne, sortir de prison, puis la vie parisienne et ce qu'on y trouve. Et puis là, Wunderland me touche encore plus, vu les thématiques que ça aborde et vu l'endroit où ça se passe. Et je trouve qu'il y a encore plus de maturité dans son écriture. Il n'y a pas de phrases où on se dit « Ah, celle-ci, elle est en trop ». Et il y a des longues phrases de description. Encore une fois, la nature est longuement décrite et c'est bien de voir ça. Je suis étonnant avec elle et j'aimerais bien lui poser la question. C'est pourquoi elle a cette ponctuation très particulière qui, lorsqu'il y a des dialogues, il n'y a ni guillemets ni tirets. J'avais jamais vu ça avant. Dites-moi si vous avez déjà vu ça dans un roman. Ça donne un dynamisme incroyable au dialogue. Mais en même temps, parfois, on oublie presque qui c'est qui dit la chose. Et c'est finalement... je sais pas si c'est intentionnel d'elle, mais on se dit finalement, mais presque c'est pas important les dialogues. Ils sont très bien écrits les dialogues, ils sont très réalistes. Je trouve que c'est la chose la plus dure à faire, écrire un dialogue. Mais on sait même plus, est-ce que c'est important finalement quel personnage dit ça ou dit ceci. On a une sorte de confusion comme ça dans ce que disent les personnages. C'est assez intelligent et au début c'est un peu troublant et puis finalement on s'y fait et ça apporte une vraie patte. Et puis et c'est quelque chose qu'elle avait également dans ses précédents romans. Hein. Ça, c'est une vraie originalité, je vais pas dire une innovation, parce que ça se trouve sûrement dans d'autres romans, mais c'est une patte stylistique de sa part qui est assez remarquable. Et maintenant, voilà, ça fait 3 romans que je lis d'elle, et on s'y fait vraiment. J'espère vous avoir donné envie de lire ce roman. Dites-le moi, si ça vous a donné envie de l'acheter, de le lire, et puis ensuite d'en parler ensemble, ici,
sur Twitter, sur Instagram, sur le Discord que j'ai créé, où on peut échanger ensuite entre nous au quotidien et de manière plus libre que là dans les commentaires. Donc n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, de la partager, de la commenter, et puis également de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Je continue ma découverte de cette rentrée littéraire. Enfin, voilà, enfin un roman où j'ai été absolument conquis sans aucune réserve, parce que les deux derniers, le premier, j'avais pas du tout aimé, le deuxième, assez mitigé. Là, enfin, voilà, j'ai adoré. On reparle très bientôt de celui que je suis en train de lire. Un autre également, la vidéo est déjà tournée, donc je vais également vous la mettre. Il faut juste que je fasse le montage. Donc vous voyez, il y a une autre vidéo qui arrive, puis une autre après. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de vidéos. La plupart du temps dans cette rentrée littéraire, les romans sont assez courts, donc ils sont assez faciles à lire. Et puis j'utilise moi la littérature audio lorsqu'elle est disponible, ce qui me permet également parfois de, en même temps je lis comme ça en papier, et puis en même temps d'écouter. Donc c'est pour ça que le rythme de vidéo là est assez intense dans ce mois de septembre, mais parce que j'ai envie de vous faire découvrir peut-être le plus possible mes lectures de cette rentrée littéraire. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos des Mémoires d'Adrien. Au revoir.